Oh, Salut tout le monde, salut Lali d'ailleurs. Bonjour et bienvenue sur un petit talk show Lumina Live. Ce soir, on va parler de 3 sujets différents, chacun notre tour. On a préparé une petite rubrique. Et puis, que dire d'autre? Que les festivités commencent? toi, tu t'en bats les couilles de nous présenter en fait. Oui, non, mais après, ils vous connaissent déjà. Bien sûr, il y a Pablo Escobar avec nous, Oh, aka Draco. Et donc, il y a Draco et Zach Ixal Halal. Et bien sûr, moi-même, Warziget, le plus beau de la Terre, ou pas. C'est faux ça. Voilà. Allez, au revoir. Allez, allez, vas-y. salut, à la prochaine. Ah, je me fais insulter sur Steam. Je vous aime les copains. La base. Alors, bon, moi je serais d'avis de commencer par un petit sommaire. Ouais. Bon, après tout, Alors, savoir à peu près de quoi on va parler, hein. euh, moi je vais faire une petite rubrique sur la musique. Je vais essayer de vous présenter un groupe régulièrement. Là, ce soir, j'ai décidé de vous faire découvrir Téléphone. Ensuite, on partira sur Varziget. Vas-y, Warzy. Moi, ça va être plus pop culture. Donc, ça peut être assez divers, hein. Ça va du jeu vidéo au cinéma, aux séries, etc. Ce soir, je vais parler d'une série que j'ai vue il y a pas longtemps, entièrement, bien sûr. Et puis, bah voilà. Et Draco nous parlera donc de. Bah, donc pour ma part, moi je vais plutôt parler en général de tout ce qui va être des sciences ou des technologies, vu que je suis assez passionné par tout ça. Et bah, ce soir, pour le sujet que j'ai choisi, c'était plus au niveau de la biomécanique et du transhumanisme, histoire de faire un petit peu connaître ce genre de choses, mais aussi bah, un petit peu vous faire réfléchir par rapport à ce que ça pourrait donner, et bah, voir aussi les sujets polémiques qui sont un petit peu derrière tout ça. Cool. Moi, j'aime bien. Euh, alors, on va commencer par moi avec la musique. Alors, hop, 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 hop. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de téléphone. Alors, beaucoup de gens connaissent, mais on va faire un petit récap. Alors, téléphone, c'est quoi déjà? C'est un petit groupe pas très connu qui a vendu 6 millions d'albums en seulement 10 ans d'expérience. C'est plus de 470 concerts et 5 albums studio. Une flopée de titres incontournables comme, je sais pas moi, Un autre monde, la bombe humaine, Cendrillon entre autres. C'est l'un des rares, je crois que c'est le seul d'ailleurs, je crois que ouais, c'est le seul groupe français à avoir fait la première partie des Rolling Stones. Et une reformation, c'était ouf. C'est vraiment, les places se sont vendues en une journée, les places de toute la tournée. Fin 2015 sous le nom des Insupportables. Alors, on va écouter vite fait de petits extraits. La première. La deuxième. La troisième. Et pour finir. Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le... Voilà. Donc, pour, pour, euh, pour continuer, hop, à savoir que moi je suis un grand fan de téléphone, donc j'ai écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Donc j'en ai aussi oublié pas mal. Je l'ai fait volontairement pour pouvoir faire d'autres chroniques à ce sujet ou quoi. Par exemple, les insus, je les ai fait
J'ai fait un très court aperçu dessus. Mais enfin, pour commencer, euh, avant de parler musique, il faut se remettre dans le contexte des années 70, date de la enfin, décennie de la création du groupe. Dans les années 70, il y avait que très peu de groupes de rock assumant la langue de Molière, même si on peut noter comme groupe les Variations, Triangle ou même Jacques Higelin, mais pour ce dernier, on va y revenir plus tard. Quant à la situation politique, j'ai pas trop envie de me prononcer sur le sujet parce que c'est pas le but, c'est pas de parler politique ou quoi, c'est plus de parler musique. Donc on va juste dire que à cette époque-là, mai 68 est encore dans tous les esprits. Et salut à toi, Bob Lennon 674. Euh, bon, on va commencer par un des quatre piliers du groupe, euh, qui est aussi connu pour sa carrière solo après Téléphone. On va commencer par Jean-Louis Aubert. Il est né le 12 avril 55 à Nantua. Il était issu d'une famille assez aisée. Son père était sous-préfet. Donc une enfance plutôt tranquille. En 65, sa famille et lui déménagent à Paris. Et là, il commence à découvrir la musique. Il devient, Ses parents ont du mal à le contrôler, etc. Il se fait d'ailleurs virer du lycée Pasteur, son premier lycée, pour ensuite intégrer le lycée Carnot, là où il fera la rencontre notamment de Bertignac, Louis Bertignac. À 19 ans, il part enfin, il part en voyage aux États-Unis avec son ami Olive, qui lui aussi se fera connaître plus tard grâce à sa carrière musicale. Pendant 5 mois, ils sillonnent les routes américaines en autostop avec leur guitare, l'hospitalité de leur rencontre. Ils essayent de, comment dire, tout simplement, ils font la manche, quoi. Ils ont juste leur billet en poche et puis ils essayent de vivre de leur musique un peu avec le rêve américain. Bon, malheureusement, ils se font pas connaître là-bas et il n'y a rien de spécial, on va juste dire que ça les a construits pour la suite, quoi. Ça les a préparés. Euh, pour revenir à Aubert, lors de son retour en France, lui, ça y est, il sait ce qu'il veut faire plus tard. Il a qu'une idée en tête, il veut devenir guitar hero. Enfin, Jimi Hendrix, Clapton, etc. Lui, c'est ce qu'il veut faire. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va se produire dès qu'il en a l'occasion, dans les fêtes de son quartier, dans des écoles, enfin, dès qu'il a l'occasion de faire un truc, il le fait, quoi. Euh, Lors d'une de ces fêtes, d'ailleurs, il rencontre le batteur Richard Kolinka, qui fera partie du groupe Téléphone lui aussi. Et le batteur euh, vient tout juste de finir une chanson avec un bassiste qui s'appelle Daniel Roux. D'ailleurs, lui aussi, Daniel Roux, il fera des, il fera de la musique plus tard, mais beaucoup plus tard, quand Aubert lancera son deuxième album en solo. Il, euh, il le rejoindra pour enregistrer ses parties basses et pour tenir la basse sur scène à cette époque, enfin plus tard dans la vie de ces deux personnes. Aubert, lui, quand il voit tout ça, quand il voit le boulot que Kolinka et Daniel Roux ont fait, lui, il est fasciné et c'est l'une des premières fois qu'il rencontre des gens aussi passionnés que lui. Donc, il leur propose, pardon, de faire un groupe avec de tous les quatre de faire un groupe qui va s'appeler Semolina euh, en 1975. Euh, à l'été 76, euh, le groupe enregistre un 45 tours. Alors il y a deux titres dessus, les 45 tours en fait, il y a une chanson sur la première phase de l'album et on retourne le disque et on a on a une deuxième chanson. Donc la première c'est J'y vais déjà, écrite et chantée par Daniel Roux. Et le deuxième, c'est la première musique chantée et composée par Jean-Louis Aubert. Alors pour la petite anecdote, Daniel Roux était censé chanter sur les deux titres, mais il n'arrivait pas à faire une bonne prestation pour le second. Du coup, Aubert s'essaye au chant, et l'ingénieur du son
qui était dans la cabine de mixage en face de lui, s'adresse à lui et il lui dit toi, tu deviendras un grand chanteur de rock. Et, moi, je trouve ça assez sympa comme anecdote parce que quand tu vois la, la comment dire, la, ah, j'ai perdu le fil. La, la carrière qu'a eu Aubert juste après, le mec, tu dis qu'il avait vraiment du flair. Donc bon, malheureusement, la maison de disques enterre rapidement le disque, mais bon, on va dire que ça fait déjà une première expérience pour le groupe. Enfin, les deux jeunes, pour ce qui est d'Aubert et de Kolinka. Alors de son côté, lui, hop, non, hop. De son côté, lui, Bertignac, il fait son petit bout de chemin. En 73, l'actrice Valérie Lagrange présente le jeune guitariste à Jacques Higelin. Alors, Bertignac, quand il arrive, Higelin était en train de, de se prendre la tête avec son guitariste principal. Du coup, Bertignac, il va voir le, l'autre guitariste, parce que dans un groupe, il y a généralement deux guitaristes. Et il fait connaissance vite fait et tout, et il arrive à choper une guitare. Et là, il joue en donnant tout ce qu'il peut, il donne sa vie, enfin voilà quoi, il donne tout. Et suivant les dires de Bertignac, quand il a à l'interview qu'il a faite quand j'ai fait mes recherches, 3 minutes plus tard, il y a Higelin qui vient lui demander s'il accepterait de rejoindre sa formation. Donc bon, on va dire que c'était plutôt bien parti pour lui. Du coup, avec Higelin, il participe à une tournée et à l'enregistrement de l'album Irradié, album très important pour la carrière d'Higelin. Euh, cependant, mais au bout d'un moment, Bertignac, il a le besoin de voler de ses propres ailes, de faire son truc à lui, de faire ses musiques à lui. Enfin voilà, il veut faire son truc, quoi. Donc finalement, il renonce à cette situation relativement confortable pour former le groupe Shakin' Street avec Eric Lévy, qui lui aussi fera une carrière dans la musique, et sa petite amie de l'époque, Corinne Mariano. Alors, hop, je vais changer. Hop, Salut AMC. salut MC. Du coup, pour reprendre, là on est au 12 novembre 76. Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka organisent deux concerts au Centre américain de Paris. La promotion du concert est réalisée par les deux jeunes artistes ainsi que des amis à eux. Ils font vraiment tout, ils posent des affiches, ils font des concerts improvisés à la sortie des lycées. Enfin, vraiment niveau pour, oh là là, niveau pub, ils font vraiment, ils mettent vraiment le paquet. Mais bon, juste avant le concert, il y a Daniel Roux qui devait tenir la basse et le chant, qui s'est retiré du projet. Donc ils ont laissé, il a laissé ses potes en plan. Et du coup, il faut vite trouver un, un bassiste et un mec au chant. Du coup, Aubert et Kolinka, loin d'être découragés, ils appellent leur ami de lycée, Louis Bertignac. Il accepte, mais à une condition. Sa petite amie de l'époque, Corinne, doit venir avec eux. Et du coup, à partir de là, on commence à comprendre. Corinne va jouer la basse. Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert vont commencer à s'échanger les solos de guitare, à- ouais, ils vont alterner les solos de guitare. Ils vont faire un coup c'est toi, un coup c'est moi. Un coup c'est toi qui prends la rythmique, un coup c'est toi qui prends le lead. Et Aubert va donc prendre le chant et Kolinka va tenir la batterie. Euh, Dès le premier album, euh, les,
l'alchimie prend dès les premiers concerts. Les mecs dans la salle commencent à dire ça y est, il y a enfin un groupe de rock en France. C'est vraiment, faut vraiment se mettre dans le contexte que avant Téléphone, il y avait très peu de Français, enfin très peu d'artistes qui osaient chanter en français. Et eux, avec des succès comme dès leur premier album, avec des succès comme Hygiaphone ou Métro c'est trop, c'est voilà, c'est en gros c'est tout ce qu'un peuple commence, enfin voulait en fait, c'est tout ce qu'il recherchait. Euh, donc ils vont sortir, comme j'ai dit plus tôt, 5 albums. Après, je vous laisserai chercher, je vous laisserai chercher les titres, etc. Parce que si je devais vous faire un compte rendu de tous les albums, etc., c'est impossible, impossible. Euh, donc l'aventure va continuer comme ça pendant 10 ans. Et le 21 avril 1986, les membres du groupe annoncent leur séparation. Les problèmes internes se font sentir par rapport à l'argent, vu qu'Aubert compose la plupart des chansons. C'est lui qui va gagner plus d'argent, du coup ça va créer des conflits, il va même prendre la grosse tête, etc. Et le besoin de se consacrer à des projets solo, euh, autant au cinéma pour Bertignac et Corinne que pour Aubert et Kolinka qui aimeraient bien faire des chansons un peu plus douces, des ballades, etc. Euh, ça- tous ces besoins-là se font ressentir, du coup ils prennent la décision ensemble euh, avant de gâcher le groupe et de décevoir les fans, ils prennent la décision de dissoudre le groupe. Du coup, ils étaient en train ils avaient commencé à enregistrer un sixième album. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que les, les enregistrements, enfin les morceaux en cours d'enregistrement vont être réenregistrés par les membres du groupe en solo sur les albums, par exemple comme dans Plate et Ciment de Jean-Louis Aubert ou Richard Kolinka avec Richard Kolinka pardon ou Bertignac et les Visiteurs avec Louis Bertignac et Corinne Marino. Du coup, pour finir, fin 2015, les trois membres du groupe, à savoir Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, se réunissent pour faire une grande tournée d'adieu sous le nom de groupe Les Insupportables. On leur a beaucoup entendu lors des extraits de concerts, etc. Ils avaient oublié de dire au revoir et c'est un truc vraiment qu'ils voulaient faire avant qu'il soit trop tard, quoi. Parce que mine de rien, ils commencent à avoir la soixantaine, fallait le faire au moins un jour ou l'autre. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails pour les insus parce qu'il y a tellement à dire, on pourrait en faire une autre chronique même. Euh, mais moi j'ai été voir un concert d'eux et franchement, je sais pas comment c'était à l'époque, mais c'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu des mecs sur scène kiffer autant. Euh, Maintenant, vous le chat ou les gars sur TS, j'ai un truc à vous demander. Est-ce que vous pensez que de nos jours, c'est encore possible de créer un groupe de A à Z en partant de rien, comme l'a fait Téléphone à l'époque par exemple? Je sais pas, vas-y, lance-toi. Bah après, oui, je pense que c'est toujours possible. Bah, par exemple, t'as toujours quand même des groupes qui vont se faire connaître au niveau local. Bah par exemple, tu sais, je sais pas, tu vas dans des petits bars et autres, des bars en ambiance, Mhm. ça arrive ce genre de choses. T'as quand même des gens qui, voilà, ils viennent, ils vont se présenter sur scène, ils font leur musique et tout. Après, c'est le genre de choses qui prend du temps. Bah, il y a encore d'autres groupes enfin, qui commencent à se faire connaître, ou qui se font connaître petit à petit. Mais après, peut-être pas autant que Téléphone, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même bien marqué leur temps. Et bah, même actuellement, je pense aussi, c'est ça qui t'a donné envie de faire de la musique Ouais, c'est ça, aussi. c'est. Ils ont quand même marqué énormément de gens. C'est des gens dans leur musique, etc. C'était quand même l'un des premiers groupes de rock français qui chantaient français, qui voulaient vraiment se démontrer des autres et donc faire quelque chose d'assez original. Après, actuellement, tu as toujours des petits groupes qui vont ressortir, comme je l'ai dit. Après, s'il peut y avoir un succès à ce point, je sais pas trop. Bah, t'as Bébé Brune qui a voulu essayer de faire ce genre de choses, par exemple, il y a quelques Ouais, temps. ouais, Après, maintenant, le problème, bah, c'est que voilà, ils sont un petit peu retombés dans l'oubli. Mais je il pense que c'est continue, je crois. possible. Mais c'est. Ouais, ils Faudrait que je me continuent encore. Hein. renseigne, mais. Ils continuent leur truc. Hein. Mais ouais, je pense que c'est peut-être plus compliqué qu'avant. Enfin,
faut trouver les bons filons, je pense. C'est Faut ça. vraiment trouver Il les bons faut filons. peut-être être au bon moment, au bon endroit aussi, parce que pour que, Ouais, par exemple, tu sais, quand je disais Bertignac, quand il s'est fait présenter par quelqu'un à Higelin, tu vois, ouais. fallait vraiment connaître le milieu, quoi. Et c'est sûr que ça a bouleversé plein de générations. Quand j'ai été au concert des Insus, t'avais des mecs, t'avais des gamins de 10 ans, mais t'avais aussi des vieux de 60 ans, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est intergénérationnel de toute façon. C'est ça, c'est ça. C'est c'est vraiment quelque chose qui a touché beaucoup de gens et bah ça a fait quand même une bonne grosse partie de la culture rock française. Mm. Sincèrement, tu regardes la plupart des groupes de rock, ils ont quand même été pas mal influencés par Téléphone. C'est Et ça, c'est ça. justement, maintenant qu'ils sont, enfin, ils sont revenus après leur adieu, comme tu l'as dit, qui n'a pas vraiment été fait, ils sont revenus avec les Insus. Et bah t'as vu quand même ce que ça a déplacé quand même comme gens juste pour Euh, les revoir. En 24 heures, t'avais toutes les places pour la première partie de tournée Voilà, qui ont c'est été ça. Dans vendues. la première représentation, elle était déjà finie, alors même que, enfin, il y avait déjà toutes les places qui avaient été demandées en même pas un jour, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Et C'est parce que, moi, je me rappelle, j'avais été directement, je m'étais pas fait couiller, tu sais, à acheter les places sur internet. Parce que d'ailleurs, j'ai bien fait parce que le site était down apparemment en une demi-heure. Le site ils ont dû se fonctionnait faire plus des du tout. DOS tellement il y avait de gens. Ah ouais, c'est ça. C'est du DOS naturel. Et Mm. après, il y a, moi, j'ai eu la chance de regarder, tu sais, l'écran de la meuf qui me filait les places. Et tu Ouais. voyais toutes les places se remplir, tu vois. Et c'était Ah impressionnant. bah. Enfin, moi, honnêtement, j'avais jamais connu ça. Après, j'ai jamais Mhm. eu la chance d'aller voir ACDC, les trucs comme ça en concert. Mais il paraît que c'était. J'avais vu sur un article quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ça avait été équivalent, quoi. Équivalent à un Ouais, groupe bah, ouais, international. c'est ça. Mine de rien, c'est quand même un groupe qui est extrêmement connu, Il y surtout en avait, France et même à l'international maintenant. Il est quand même assez connu, hein. ouais, il y avait vraiment Il un y avait engouement. peut-être, bah, côté groupe, tout aussi connu, je pense, le seul Indochine. qui était à côté. Voilà, Indochine, c'était le seul nom qui me venait en tête. À la même époque, c'était vraiment eux, quoi. Mm. Mais non, sincèrement, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait un truc de ouf. C'est ça, y a pas à dire, quoi. Puis après, il y a les parents aussi, hein. Tu sais, les parents, moi, si je connais, c'est grâce à mes parents, tu vois. Ouais, J'ai eu la voilà, c'est chance pareil. J'ai d'avoir connu mes parents personne. qui connaissent ça et tout. Et ils me l'ont Après, fait voilà. découvrir hein, quand j'étais tout petit. Et hop, des tout petits, après, je me suis mis à la musique grâce à ça parce que je voulais être comme eux. Enfin, tu vois. Après Ah oui, oui, oui. ça, ils ont vraiment marqué les esprits, quoi. Bah ouais, et puis en plus, enfin, c'était, bah, comme tu le disais aussi, avec mai 68 aussi, c'était avec toute l'ambiance rebelle qui est sortie de tout ça. Donc bah, l'ambiance rock, etc. Et là, eux, ils représentaient vraiment ça. Même dans leurs chansons, tu le sens, c'est vraiment, ça reste quand même très dynamique, ça reste même jeune, malgré leur âge. Toute leur musique, quand même, elles sont vraiment, voilà, elles sont là pour te faire bouger, elles sont là pour, bah, même pour te faire réfléchir. Parce que, par exemple, avec Cendrillon aussi, le fait que bah, le conte, il avait été repris au goût contemporain et qui était loin d'être un conte de fées, bah, sincèrement, voilà, ça montre aussi un petit, enfin, ils ont voulu aussi montrer à leur manière que bah, le monde, ça commençait à partir en live, qu'il fallait faire des choses, que tout est, enfin, que c'était pas non plus les contes de fées dans la vie réelle, quoi. Ouais, Et ouais, sincèrement, moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec ce groupe-là, quoi. ouais, ouais. Mais toi, Warzy, t'en penses quoi? Pareil. Tu as l'air perdu, vas-y. Ok. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec plusieurs points que vous avez exposés, dans le sens où, voilà. D'accord, Bah après, Non. je pense maintenant, tu vois, c'est pas le genre de choses que tu vas pouvoir faire découvrir aux jeunes comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, vu que c'est un groupe qui est quand même assez vieux, les goûts, ils ont changé avec le temps au niveau de la musique. Et Oui, comme tu dis, j'ai résultat, l'impression quand même qu'il y a une scission, une cassure entre les, on va dire la génération qui en gros début des années 2000, fin des années 1900, début des années 2000, qui était encore enclin à écouter les musiques, voilà, même les parents les faisaient écouter encore à leurs enfants. Là, j'ai bah l'impression qu'il y a quand même après, une cassure plus importante à ce jour. bah, cassure plus importante, peut-être pas, je pense pas. Non, c'est juste que, enfin, après, voilà, Téléphone, c'est quand même assez vieux. Donc, en gros, en soi, normalement, pour un groupe, bah, pareil, parce que lui, il est arrivé quand même dans les années, c'était quoi, 70, 80, en gros. 70, Voilà. ouais, en gros. Voilà, donc, résultat, c'est à ce moment-là où ils ont été au sommet enfin, plutôt 80, où ils ont été au sommet du truc. Et, bah, après, avec le temps, ça commence un petit peu à se tasser. Mais ça, c'est en fonction des gens. Par exemple, tu peux aussi regarder au niveau de Johnny Hallyday. Maintenant, tu peux pas faire écouter ça à tout le monde. Michael Jackson, c'était un petit peu la même. Enfin, t'as énormément de choses comme ça. C'est en fonction vraiment de la culture. Et puis, bah, pareil, bah, au niveau des 2000, bon, bah,
En soi, eux, ils ont juste été dans une autre culture, plutôt dans une culture pop, plutôt électronique. Donc, résultat, ils vont pas avoir exactement les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt que nous, et encore, nous, les années 90, ça reste quand même assez proche de ça, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment en fonction des parents, de ce qu'ils vont leur faire écouter, et après, c'est aussi en fonction de l'entourage des gens. Parce que c'est pareil, tu sais, genre, t'arrives à la cour d'école, très souvent, avec les gamins, il y en aura, c'est très rare qu'ils vont te parler de téléphone ou de vieux groupes. Ou alors, sinon, il va y en avoir, hein, mais ça va être des groupes qui vont être très fermés. Bah, c'est un petit peu l'histoire du vieux rock. Parce que moi, c'est pareil, j'aime beaucoup le vieux rock, donc Led Zepp, AC/DC, ce genre de choses, pour citer les plus connus. Et je sais que c'était pas toujours le centre d'intérêt des gens, même au collège, au lycée, quoi. Et il fallait tomber sur les bonnes personnes qui connaissaient et qui appréciaient ce genre de musique. C'est comme tout, quoi. Tu vas tomber sur des gens qui auront des centres d'intérêt qui vont être différents, en fonction des années. Et notamment là, vu que ça commence à être un petit peu loin, là, ça commence un petit peu à se perdre, entre guillemets, cette culture. Et puis, une chance, on va dire, qu'ils avaient aussi, pour eux, c'est que ils étaient les seuls à faire ça Ouais, voilà. à l'époque. Enfin, ils n'étaient pas les seuls, mais disons que, tu vois, j'ai cité quelques groupes, je suis quasiment sûr que vous connaissiez pas. Là, certains, j'avoue que je les connaissais pas du tout. Non, oui. Pour être franc, moi non plus, hein, je connaissais pas. Avant de faire la chronique, quoi, tu sais. Ouais, non, je connaissais pas. C'est en faisant la chronique que j'ai appris ces groupes. Et ouais, non, ils étaient vraiment, ils avaient vraiment leur public à avoir, tu vois. Des mecs qui cherchaient un son rock à la limite du punk en chantant en français. Et ça, je pense que la France en avait besoin, tu vois. En fait, le truc, c'est aussi, faut trouver aussi des talents pour le faire, parce que mine de rien, la langue française, tu regardes, elle a surtout été synonyme de poésie et autres. Maintenant, elle commence à être au niveau de la pop, mais avant, au niveau de la musique, le français, ça sonnait pas de la même manière. En fait, le français, c'était plus du niveau, c'était plus théâtral, entre guillemets, la langue du français. Au niveau de la musique, le français, dans ce cas, ça devait être des chansons qui devaient avoir de la poésie vraiment, mais genre, qui devaient être plutôt douces, en général, c'était ça. Après, là, justement, l'arrivée du punk français, c'est quelque chose qui a donné un grand tournant à ce niveau-là. Ouais. Donc, ça a été un petit peu l'ouverture vers une nouvelle forme de rébellion, notamment dans la langue. C'est ce qui a aussi donné, ce qui a permis de varier les genres avec la langue française. Parce que, mine de rien, avant, tu regardes, c'était quand même, pour la plupart des artistes, ils se ressemblaient pas mal, quoi, au niveau des styles. Tandis que quand il a commencé à y avoir du rock et du punk, là on commençait à avoir beaucoup plus de diversité. Enfin, en tout cas, à en découvrir plus, parce qu'il y en avait, mais c'est juste qu'on l'entendait beaucoup moins. Ouais, dans mes yeux. c'est vrai que t'as totalement raison sur ce point. Euh, Mais ouais, en fait, téléphone, je pourrais en parler des heures et des heures parce que c'est. C'était gros favori. Hein. Ouais, c'est mon groupe favori et c'est. Je sais pas trop si ça se dit, mais c'est un peu mes racines, tu vois. C'est mon domaine, tu vois. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la guitare, etc. Le son que j'aime, c'est le son de téléphone. Les pédales d'effet, on peut les retrouver sur un pédalboard de, de Bertignac ou de Aubert. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, je sais pas, il y a un truc. Alors après, peut-être que je suis le seul, tu vois. Mais je sais pas, ouais, je pense qu'on peut dire que je suis fanatique. Après, voilà, c'est ça. En fait, t'es fan du groupe, donc tu peux être fan de n'importe quoi, et notamment toi, c'est de celui-ci. Ouais. Et après, voilà, c'est genre toi, tu peux en plus le mettre avec la guitare, vu que t'en fais. Donc, c'est-à-dire que voilà, tu peux trouver la même sonorité, tu peux même réutiliser les riffs. Ouais. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est-à-dire que toi, tu pourras avoir une analyse un peu plus poussée, parce que très souvent, quand t'entends les fans, donc guillemets de base, c'est plus en mode ouais, la musique, voilà, vite fait et rien de plus, quoi. Alors que là, ça va être beaucoup plus poussé à ce niveau-là. Ça va être en mode, il va y avoir les riffs, comment est-ce qu'ils vont être construits, pareil au niveau des paroles, comment est-ce qu'elles vont être faites. Enfin, il y aura Ouais, plus c'est ça, derrière. c'est peut-être un grand mot, mais il y a des. Attends, 2 secondes. Merci Matadorius 2003 pour le host. Merci mec, ça fait vachement plaisir. Qu'est-ce que je disais du coup? En gros, tu parlais de ta passion pour ça. Ouais, bah j'ai branché ce que j'ai dit.
Oui, il y a comme un grand mot derrière que je veux Oui. peut-être dire, mais là, c'est toi qui vas m'insulter, je pense, parce que tu es du domaine. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une science derrière la musique, tu vois. Genre, je sais pas, Oui, il y a toujours j'arrive pas à l'expliquer. Genre, par moment, tu suis le truc, t'as des frissons. Enfin, tu vois, c'est étrange. Hmm. Oui, bah voilà, quand tu écoutes de la musique, c'est sûr qu'en fonction de si tu apprécies la musique, comment est-ce qu'elle est faite, ça va amener des émotions. Au niveau des fréquences, voilà. Au niveau des fréquences qui vont être utilisées, au niveau même des paroles et autres, mais après là c'est plus au niveau de la psychologie qu'on va partir. Ouais. Mais oui, je suis totalement d'accord que la musique, ça va apporter des choses à quelqu'un. C'est aussi un petit peu l'idée par exemple le slam aussi, c'est vraiment ça. C'est genre, voilà, c'est vraiment, presque sans musique, c'est juste des paroles, mais c'est vraiment ça le but, c'est genre ça te donne des émotions. Et donc même, quelle que soit la musique, il y aura toujours des émotions qui vont être derrière. Le principe même de l'humain, ça a été ça, c'est de partager des choses, partager des émotions, partager des idées, vraiment tout ce genre de choses. Et avec Téléphone, c'est vrai qu'ils ont voulu le faire, ils ont voulu surtout partager leur idée de rébellion, leur idée d'un monde qui est en changement, d'un monde, d'un monde nouveau, quoi, en soi. Et donc oui, sincèrement, ça m'étonne pas que tu puisses ressentir ce genre de choses avec ce groupe-là, même d'autres personnes avec d'autres groupes, quels qu'ils soient, quoi. Ouais, parce que c'est. Ouais. Je te dis, la musique, je pourrais en parler des heures. C'est normal, hein. En même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Puis ça rapproche les gens, tu vois. C'est ça. C'est C'est surtout en festival que tu le vois, hein. ouais, c'est Aubert qui disait euh, bon, peut-être plus de nos jours malheureusement, mais quand tu voyages, tu as ton passeport. Et il disait à l'époque, tu pouvais t'en sortir avec un passeport, mais tu étais moins sûr d'être- comment dire, je sais pas trop comment expliquer. Mais disons il racontait qu'avec la guitare, tu pouvais te sortir de pas mal de soucis Mm. grâce à la musique, tu vois. Et j'avais trouvé cette réflexion vachement intelligente qu'à l'époque, bon, là on parle des années 80-90, hein, qu'avant, bah, lui il se baladait avec son passeport, mais aussi sa guitare, parce que déjà ça le sécurisait, tu vois. Mm. Et Après, c'est vrai qu'avec la musique, voilà, tu peux faire passer des émotions, tu peux faire passer des messages. c'est ça, Donc, quelle que soit là, la langue. c'est ça. Parce que par exemple, si tu tombes sur quelqu'un d'autre avec sa guitare et autres, tu sais très bien que tu vas pouvoir passer un bon moment avec quelqu'un, que tu vas pouvoir partager quelque chose. Donc en gros, qu'il va pouvoir y avoir comme un lien qui va se créer entre deux personnes comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça aussi la force de la musique, quoi. C'est incroyable. Mm. Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour la première chronique pour ce soir. Ouais. Donc, ouais, je pense que la semaine prochaine, je ferai une autre chronique sur un autre groupe. N'hésitez pas si vous voulez, si vous avez des artistes que vous aimez bien ou autres, n'hésitez pas à le faire part dans le chat ou en commentaire sur YouTube. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous remercier d'être présents ce soir parce que vous êtes super nombreux. Bon, il y a eu des petits trolls au début sur le chat, mais bon, c'est pas grand chose. Et il y a Angel qui est encore présent, il y a Matadorius qui est présent sur le chat, il y avait MC tout à l'heure, un collègue de jeu. Merci les gars, franchement ça fait vachement plaisir. Je sais qu'il y a Lali aussi qui nous écoute. Merci beaucoup d'être venu, ça fait vachement plaisir. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne. La chaîne est toute récente, elle a eu une semaine pile poil hier. Et on essaye de faire des émissions vraiment préparées et tout. Donc voilà, et on s'excuse vraiment, enfin surtout moi, de bégayer, d'être pas très à l'aise. Oui, je kiffe ce que je fais, mais c'est les premières fois, donc j'espère que vous m'en excuserez. C'est normal, c'est les premiers tests et tout. C'est ça, Voilà, faut le temps de prendre les marques, quoi, en fait. c'est ça, c'est ça. On- La chaîne est encore assez jeune. Voilà. On vient d'accueillir Slav qui vient d'arriver. Bonjour Ouais, à lui. bonsoir. Yep. Hey, Slav, tu vas bien? Salut. Ouais, ça va très bien. Il s'ajoutera au débat avec nous lorsque on va débattre. Voilà. Ça marche, y a pas de souci. Allez, Et un puis petit pourquoi pas une autre fois lancer peut-être une chronique. Slav s'il veut préparer une Si chronique. t'es pourquoi chaud, pas. hein. Oh, plaisir. pourquoi pas, avec Quoi, plaisir. Ça peut être n'importe quoi les sujets. Ouais, c'est ça. Oui, Bon, après, plus ou moins, on va faire gaffe, quoi. Genre pas. Non, mais Peut-être pas au niveau de la pornographie, ce genre de choses pour le moment. Non, t'inquiète, Pour le t'inquiète. moment. C'est juste pour savoir si j'avais lu au champ libre en mode science. Ah oui, musique. oui, oui. Bah, c'est Draco qui s'occupe de ça, donc tu vois, c'est. Ok, Ah non, mais sincèrement, t'as le champ libre, hein, de ce côté-là. Ok. t'en fais pas. ça roule. Tu verras, Super. on passera les outils et tout, t'inquiète,
Ouais, si t'es chaud, y a pas de souci. Vas-y, bah je réfléchirai. Ça À marche, l'occasion. ça marche, ça marche. Du coup, Je pense qu'on va passer la parole à Warzy pour pouvoir yep. Alors, le laisser aller sur son sujet. juste 2 petites secondes, je vais préparer, parce que Warzy nous a préparé une petite vidéo. Alors, moi, je vais vous parler. Donc, tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler du côté pop culture et d'une série. Donc, je vais vous parler de Good Girls. Donc, on va voir effectivement le trailer qui va passer dans quelques secondes à l'écran. J'attends bien sûr du coup Quand t'es chaud. de ce fait Dès que t'es chaud, tu le me dis. trailer. Vas-y. Alors, vous me dites si jamais il y a un problème à l'affichage, hein. On est en rodage, hein, on s'excuse. Voilà, on fait encore les petits Allez, tests. tout le monde va à l'école. Et allez vous brosser les dents et enlève-lui ce maquillage. Je rentre tard ce soir. Et depuis quand tu vends des voitures un vendredi soir? Oui, là effectivement, il faudrait peut-être enlever l'image qu'il y a devant. Ouais, j'avoue. Parce que du coup, ça devient compliqué de. Quelques problèmes en régie. Les meilleurs, Ah, les aléas du les les meilleurs- aléas du direct. les meilleurs techniciens sont sur place, hein, bien entendu. Exactement. Y a plein- Bon, je vous la remets du coup. Allez, c'est parti. Allez, Alors, tout le du monde coup, va à l'école. c'est mieux qu'on la voit Et vous maintenant. brossez les dents et enlève-lui ce C'est bon. maquillage. Je rentre tard ce soir. Et depuis quand tu vends des C'est voitures bon un vendredi Il faut du soir? son. Mon mari et moi, on travaille à plein temps. Et la liste d'attente pour avoir un... Ça va venir, ça va venir. Nancy, nous allons demander Voilà. la garde de Sadie. T'es sérieux, Greg? On n'a quasiment plus un sou sur nos comptes. Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous êtes prêtes, les filles? On n'a pas le choix. C'est parti. Mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. Le responsable a plutôt intérêt à se pointer ici tout de suite, ou sinon je vais me mettre à tirer dans le tas. Et je rigole pas, putain de... Oh, Spider-Man, tu pourrais... J'ai réglé les hypothèques. Parce que tu l'as pas assuré. Qu'est-ce qui te prend, Mermier? Je vais prendre une douche. Je sens la picole et le crime. Qu'est-ce que vous voulez? Du pognon que vous nous avez volé. On restera pas le cul sur une chaise à attendre qu'on nous prenne tout ce qu'on a. On doit se débrouiller toute seule. Donc des voitures, des filles, des fusils. Moi je dis qu'il y a tout qui va. C'est ça, effectivement. Alors, Ouais. pour la petite intro, aujourd'hui, donc je vais vous parler effectivement de la série Good Girls, qui a un très joli nom d'ailleurs au Québec, parce que au Québec ils aiment pas tout ce qui est trop anglicisé, je sais pas si ça se dit. Donc au Québec ça s'appelle Vol à mer armée, tu vois, genre vol à main armée, Ouais. vol à mer armée, comme c'est toutes des mers, voilà, bien sûr. La petite blague en plus dessus, ils sont formidables ces Québécois. Donc c'est une série américaine de genre comédie dramatique, créée par Jenna Bans et diffusée depuis le 26 février 2016 sur NBC. Elle est disponible plus récemment depuis le 3 juillet sur Netflix. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie, mais il va y en avoir une deuxième, ça a été signé. Effectivement, pour la première saison, quand c'est sorti sur NBC, sur les chaînes américaines et ce genre de choses, il y a eu très peu d'audience en fait. Il y a eu une audience en fait vraiment juste le minimum qu'il fallait pour qu'ils puissent signer pour un deuxième contrat. Donc ça s'est fait vraiment très très limite. Et en fin de compte, Netflix et Universal Studios ont signé un deal et ont racheté des parts de la série. Donc du coup, cette fois, ça a été sûr et confirmé qu'il y aurait bien une saison 2 l'année prochaine en 2019. Alors pour le synopsis, donc à Détroit, 3 femmes vivant en banlieue font face à plusieurs problèmes. Beth Holland, donc c'est la mère la plus vieille, la blonde, est la mère de 4 enfants avec un mari infidèle qui gère très mal l'argent. Sa petite sœur Annie, donc c'est la seconde blonde, est une caissière dans un supermarché qui ne supporte plus son manager et qui risque de perdre la garde de sa fille. Ensuite, on passe à leur amie Ruby, la fille plutôt costaude là, la brune,
qui est serveuse et qui ne sait plus comment faire pour soigner sa fille atteinte d'une très très grave maladie. Du coup, pour faire face à leurs problèmes d'argent, elle décide de braquer le supermarché d'Annie. Le braquage est une réussite, mais va attirer l'attention du gang qui va pousser les filles à collaborer avec eux. Donc, très brièvement, la distribution des 3 actrices principaux, c'est Christina Hendricks pour Beth Holland, donc la mère de famille, de la grande famille. Rita, j'ai pas trouvé son nom de famille, donc Rita pour Ruby Hill, la dame costaud de brune, et Mae Whitman pour Annie Marks, donc la petite sœur de la mère de famille. Cette série, ça a été une création de Jenna Bans. Donc Jenna Bans, c'est une scénariste américaine. À l'origine, elle a été embauchée comme rédacteur pour la série d'action qui a été annulée de Jerry Bruckheimer, désolé pour mon accent anglais, qui s'appelait Fearless. Bans a fait depuis un bon bout de chemin et fut notamment productrice et écrivaine, je sais pas si on se dit comme ça, de Grey's Anatomy, de Scandal et de The Family, et bien sûr de Good Girls. Je vais passer à mon avis personnel sur la série. Personnellement, j'ai bien aimé cette première saison. On peut y voir un soulèvement sur plusieurs points. Ces femmes, elles s'insurgent dans un premier temps parce que elles ont plus beaucoup d'argent, elles ont des problèmes qui commencent à venir de toutes parts, et un quotidien qui commence à peser sur leurs épaules. Mais aussi, on voit quand même à travers ça qu'elles s'insurgent contre une espèce de patriarcat qui est en place, dans le sens... Il y a dans le fond un mouvement sexiste, pas sexiste, mais féministe, pardon. Dans le fond, elles essayent de défendre ça malgré tout. On va le voir, enfin, nous on le verra pas, mais vous le verrez quand vous regarderez la série, à 2-3 reprises, des petites phrases, des petits pics renvoyés, justement bien renvoyés, sur différents sujets, dont les hommes et cette espèce de patriarcat. D'un certain côté, on peut y voir une inspiration à la Breaking Bad. Je vais pas vous le cacher. C'est des gens bien rangés suite à une nouvelle décevante qui vont péter un plomb, péter un câble et qui vont sauter le pas, qui vont passer du côté un peu obscur de la force. On pourra y retrouver des tournures de phrases et plusieurs jeux d'acteurs qui seront, on va dire, similaires à Breaking Bad. Notamment quelques phrases où j'ai eu le sourire en coin. Si on a vu Breaking Bad, c'est vraiment 2-3 phrases où j'ai eu le sourire en coin. Je me suis dit, c'est une petite référence à ça. Donc vraiment, enfin, il y avait ce côté sympa, pas vraiment copie, mais plus ce côté sympa, genre un petit crédit à Breaking Bad. J'ai le plus perçu comme ça. Toutefois, au niveau direction artistique, Good Girls reste assez sage quand même. Ça reste tout ce qui est travelling, des plans assez, comment dire. Il n'y a pas non plus un gros test ou une grosse empreinte de style, je trouve, sur le côté artistique et le côté déplacement de la caméra et jeu de caméra. Tandis que par exemple sur Breaking Bad, exemple tout simple, il y a des moments où on se retrouve par exemple à la place d'un poisson rouge ou à la place de la meth qui est en train d'être préparée. On se retrouve à la place de certains objets où on voit des objets justement. Il y a pas mal, ça tourne pas mal autour des objets, autour de certaines choses, comment dire, de certains objets, certaines actions qui sont filmés d'une certaine manière et qui ont donné vraiment, je trouve, une empreinte artistique et un style très sympa à Breaking Bad. Donc là, on n'y retrouvera pas ça, mais ça reste vraiment, ça reste sobre, on va dire. Ça reste sobre avec son petit côté d'humour. Cette série, elle aborde plusieurs sujets comme la maladie, donc tout ce qui est cancer, les maladies orphelines, la pauvreté, l'infidélité, le viol et encore plein d'autres sujets. Mais elle aborde aussi avec une dose d'humour raisonnable
qui permettent de faire redescendre la pression et de dédramatiser certaines situations plutôt critiques lors de leurs aventures. Parce que des fois, la pression monte, et toujours, je vais mettre en... Comment dire ? Je vais toujours me référer à Breaking Bad, mais sur certains moments, c'est vrai qu'il y a des petits tons d'humour sur Breaking Bad, mais ça reste quand même, il y a quand même un ton assez grave et assez dramatique dans tout au long de la série, tandis que là, c'est quand même un peu plus détendu quand même, je dirais. Mais il n'empêche que le côté dramatique reste présent tout de même. Je dirais aussi que à certains moments, il y a des longueurs dans les dialogues, mais c'est des longueurs qui me semblent justifiées, contrairement par exemple à d'autres films ou à d'autres séries qui peuvent exister. C'est des longueurs justifiées pour vraiment expliquer certaines choses, pour mettre en contexte certaines choses, et ça n'entache pas vraiment la dynamique de la saison 1. À voir pour la saison 2, je sais pas comment ils vont faire. Pour conclure rapidement sur cette série, si vous aimez bien Breaking Bad et que vous n'êtes pas trop macho, si vous avez vraiment ce petit côté humoristique, et si vous avez besoin d'une série qui se regarde bien, quelques heures de détente devant un truc dramatico-humoristique, c'est la série qu'il faut avoir vue. À titre d'information, la saison 2 est prévue pour le milieu d'année 2019 à peu près. Voilà, j'ai pioché mes sources sur Allociné, sur d'autres articles, sur Netflix, sur Wikipédia, et j'ai pas retenu tout, mais j'ai vu que j'avais pioché, j'avais regardé sur deux trois sites différents. Mais voilà, alors cette série, juste pour refaire, pas conclure ni faire un synopsis, mais pour reprendre globalement, c'est une série avec je reprends rapidement, c'est une série avec 3 mamans qui en gros qui pètent un câble, et ça donne lieu à des délires et des situations cocasses et très marrantes, et je vous la conseille vraiment. Elle était j'ai plutôt bien aimé la saison. Franchement, Ouais, ça me donne envie, hein, franchement, parce que j'aime bien les... Ouais, je vais me faire insulter encore, mais les pauvres qui pètent un plomb, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais pas forcément les pauvres, mais oui, Non, le mais- pétage de plomb du genre, Mais sur- on est au fond Les du gens qui sont trou, dans la merde, et c'est ça. voilà, c'est ça. Bah c'est Ah non, j'avoue Breaking que Bad, hein. la thématique est sympa. Bon, après, j'avoue que je sais pas trop si, genre, moi, je serais dans le type là de série. Oui. Mais, sincèrement, enfin, en tout cas, les thèmes, ils ont l'air d'être assez intéressants, pardon. En gros, enfin, vu les thèmes qu'ils abordent, voilà, comme quoi, le fait que des gens qui sont dans la merde, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens actuellement. Ils ont besoin de trouver des moyens d'avoir un peu plus d'argent. Donc, bon, après, c'est sûrement pas un exemple à suivre, c'est sûr. Mais non, j'aime bien ce genre de choses. Enfin, genre là, voilà, c'est vraiment en mode, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de se relever les manches pour trouver un moyen de s'en sortir, et puis qui fait tout ce qu'il peut, quoi. Oui, voilà. Après, c'est ça, c'est les séries comme ça. Chez certaines personnes, à mon avis, ça peut devenir dangereux s'ils voient comme ça 36 000 séries de personnes qui avaient des vies de merde et qui ont pété un plomb et qui ont un peu de la merde. Là, ce qui est bien en fait dans cette série, c'est que j'ai regardé un épisode par accident chez des potes, et j'ai pu voir quand même que voilà, même si c'était un univers spécial et que les quatre femmes justement, elles avaient leur délire et elles étaient un peu dans leur bulle entre guillemets, il y a quand même assez souvent des retours à la réalité, tu vois, et c'est là que tu te dis ok, en fait c'est bien ces délires, mais il y a le réel à côté, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Il y a des conséquences quand même. Il y a les C'est ça, délires c'est ça. il y a les délires des nanas, et à côté il y a des grosses claques dans la gueule, donc voilà, c'est assez réaliste au final. Puis il m'a l'air d'y avoir un petit côté assez drôle, non? Ou c'est Oui, moi qui oui, suis tout à bizarre? Il y a pas mal d'humour. Ouais, non, c'est ce que je disais. Il y a pas mal d'humour. Après, c'est pas de l'humour de présentateur à toujours à chercher la petite blague. Vraiment, c'est pas vraiment raquer les fonds de tiroir. C'est vraiment, elle tombe sur des situations cocasses et hop, ça donne des trucs. Bah, tu fais voilà, c'était. Oui, ça c'est donne sur le le sourire, quoi. en fonction de l'environnement et autres, quoi qu'il le Ouais, fasse. c'est Voilà. clair, c'est pas Faut comme tes savoir blagues, que c'est les on- personnages qui apportent Ouais.
pas mal de flow, tu vois. C'est pas seulement les textes et le scénario, tu vois. C'est vraiment, là, genre, par exemple, Christina Hendricks, là, celle qui joue la daronne, Ouais. la blonde, là. Et ben, Oui, la mère de elle, quatre pour le enfants. coup, voilà, c'est un personnage vraiment, vraiment très fun. Et elle Oui. est pleine de blagues, tu vois. Elle a vachement de. De répartie et de. Ouais, elle a vachement de personnalité. Elle a un charisme. Caractéristique, ouais. Un charisme, Un ouais, si tu charisme, cherches. voilà. Elle a beaucoup de charisme. Elle me fait penser un peu à la version, du coup, à la version féminine de Walter White sur certains côtés. Ah ouais. Le problème c'est que je dirais que dans Breaking Bad, Walter White il reste tout le long de la série, il reste vachement sérieux et dramatique. Que là, il y a quand même vraiment un Ouais, il y a ton du relâchement. d'humour et du relâchement sur certains trucs qui font que. Mais c'est un petit peu, je trouve. Il y a un petit côté Walter White dedans. Ces trois personnages, c'est un peu chaque partie de Walter White, je trouve. J'ai beaucoup mis enfin, mis cette série en référence avec Breaking Bad, mais c'est vrai que j'ai retrouvé en fait pas mal d'anecdotes, de choses comme ça, mais tout avec un humour beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment dire, avec de l'humour, quoi, vraiment, et des situations marrantes. Mais Et parce non, que les c'est deux bien séries, écrit, elles font quoi. partie du même univers. Alors non, j'ai regardé, non, effectivement, j'ai pas regardé, comment dire, j'ai pas noté, pardon, les deux autres séries, mais le producteur, parce que c'est pas Jenna, c'est Jenna, Jenna Bans qui Ouais. a écrit, etc., qui a chapeauté le chose, mais c'est pas, je crois que c'est pas le même producteur. Désolé, j'ai pas retrouvé. Bon, ouais. Faudrait qu'on revoie ça. Mais effectivement, ah mince, Good Girls fait partie comment dire, d'un univers vraiment avec des séries qui peuvent se rencontrer. Parce que par exemple, à un moment, elles vont dans un magasin faire du shopping et faire d'autres aventures. Je vais pas spoiler. Ouais. Mais dans ce magasin a été présent dans d'autres séries et sur d'autres lieux de tournage, etc. Du même Ouais, c'est en producteur mode et clin d'œil, de quoi. la même compagnie, quoi. D'accord. Ouais. C'est pas vraiment des clins d'œil, c'est vraiment, c'est entre guillemets, ils disent qu'elles coexistent dans le même univers, vraiment. Ok. Ouais, donc Donc, oui, c'est le même univers, quoi. Ok. donc Comme il y les a pas Marvel. de. Ouais, voilà, Oui, c'est voilà, c'est c'est ça. un peu ça. C'est Ok. après, il y a pour l'instant, je crois pas qu'il y ait eu de rencontre à ce jour, mais ça peut venir, ça se trouve, et pour redonner du frais à la série, à un moment ils feront une rencontre entre deux personnages de deux séries différentes. Ouais, peut-être un Moi, crossover. moi, honnêtement, je pense que je vais me laisser tenter parce que ça m'a l'air marrant, tout en ayant du sérieux. Et d'après ce que j'ai compris, la scénariste, ou l'auteur de la série, enfin bref, elle a aussi fait Grey's Anatomy ou quelque chose comme ça, non? C'est ça. Et moi, bon, là aussi, Productrice et écrivaine de Grey's Anatomy. D'accord. là aussi, je vais me faire insulter, mais moi, Grey's Anatomy, c'est ma cam, tu vois. Bon, il en faut bien un hein, dans un groupe. Et il y a des trucs qui me font marrer et tout, donc je me dis, tiens, vu que c'est le même auteur, ouais, why not? Et tu m'as dit, enfin, tu nous as dit, la saison 2, c'est pour quand? Alors, la saison 2, elle est prévue pour milieu d'année 2019. D'accord. Ouais, Avec une histoire je sais pas, enfin, je sais pas trop, c'est genre diffusion à la télé, plus après, 24 heures après, diffusion sur les, comment dire, ce qui est Netflix, ce genre de. Ok. Et toi, du coup, Draco, tu penses pas que ça soit toi. Enfin, tu penses pas que tu vas être le public, quoi. Bah, après, enfin, genre, les thèmes et tout, ils me plaisent, mais ouais, je sais pas si c'est le genre de série pour lesquelles je serais friand. Après, il y a toujours moyen. Enfin, souvent, on me sort des noms de séries, je me dis, bah, écoute, c'est histoire de voir. Puis, des fois, je suis surpris dans le bon sens, quoi. Donc, sincèrement, ce serait, je pense, à tester, histoire de voir. Mais là, comme ça, tu vois, à premier abord, je te dirais que c'est peut-être pas le genre de série que je regarde d'habitude, quoi. Ok. Et toi, Slop, du coup, tu nous as dit que tu avais regardé un épisode comme ça par accident. Tu Ouais, penses que en tu vas fait, continuer? eh ben, je t'avoue que j'ai trouvé ça sympa à regarder sur le moment, mais voilà, là en ce moment j'étais
très très arrêté en matière de séries, et puis même je regarde pas vraiment de séries en ce moment, je suis plus sur des animés du coup non, j'ai pas trop envie de recommencer une série, et puis en plus vu que je me suis spoil la fin de la saison, Ah ouais. ça a perdu Ouais, tout du son coup, intérêt. Je comprends. Voilà. Et toi, Warzy, t'attends la saison 2 du coup? Ouais, j'attends la saison 2. Alors, c'est pas pour décevoir les gens, hein, mais c'est vrai que sur certaines séries, t'attends la saison 2, tu fais ah, t'es au bout de ta vie. Là, j'attends la saison 2 ben, parce que je suis vraiment curieux et vraiment curieux de voir ce qui va se passer. Mais après, il y a eu un cliffhanger à la fin qui est plutôt intéressant et un retournement de situation. Mais après en soi, non, c'est pas comme si j'attendais. C'est différent. C'est pas la même attente que Game of Thrones ou que The Walking Dead ou que ce genre de choses. D'accord. Ouais, c'est une bonne saison, mais bon, voilà quoi. Enfin, c'est une bonne série, mais bon, sans C'est plus. une bonne série, mais oui, voilà, tu, je trouve que le temps d'attente est, comment dire, et tu peux attendre avec patience le temps d'attente de la production de la saison 2. Personnellement, après, c'est mon avis personnel. Les gens feront leur propre avis quand ils regarderont cette série. Oui, voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet-là. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non. De mon côté, je ne pense pas, non. Ok. Du coup, Draco, ça va être à ton tour. Bah écoute, ouais, si quelqu'un a d'autres questions sur le sujet et tout, non. Moi, non. Après, ça va Eh pour toi. bah, je sais même pas s'ils sont encore là. De quoi? Non, c'est bon. Non, rien là. Bon, bah je vais passer à mon sujet dans ce cas. Ça marche. Alors, donc moi, bah, ce soir, donc, je vais présenter au niveau de la biomécanique, des prothèses électroniques et aussi du transhumanisme et notamment le futur que ça pourrait donner. Alors déjà, à premier abord, on pourrait se demander un petit peu, c'est quoi tous ces trucs-là. Donc, après, voilà, la biomécanique, c'est en gros ce qui va nous permettre de créer les prothèses. Donc les prothèses qui vont être électroniques ou autres, mais ça on va y revenir plus tard. Et enfin le transhumanisme, et donc pour le futur, ce sera dans une dernière partie parce que c'est un mouvement. Le transhumanisme c'est un mouvement, on va en parler juste après. Et le but c'est justement de voir de voir le futur un petit peu. Donc là, en gros, d'abord moi ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer un petit peu, qu'est-ce que la biomécanique et aussi qu'est-ce que le mouvement de transhumanisme. Donc, tout d'abord, la biomécanique. Déjà, le principe, ça va être d'étudier le fonctionnement mécanique d'organismes vivants. Donc, par exemple, du corps humain. Donc, notamment, comment est-ce que vont fonctionner les différents muscles, les différents os, quels vont être leur rôle dans le corps, dans les mouvements. Donc, aussi, on va essayer de faire le lien avec ces différents composants du corps humain, avec des molécules du vivant. Qu'est-ce qui permet aux muscles de rester élastiques? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il ait une meilleure endurance? Et vraiment ce genre de choses, des vraies questions qui nous permettent en fait de pouvoir ensuite créer des prothèses qui vont pouvoir remplacer ces membres. Donc notamment pour les gens qui ont été amputés, des gens qui ont eu des blessés de guerre ou autres, par exemple. C'est un domaine dans lequel on va trouver beaucoup d'aspects de science. Donc, par exemple, on va avoir la mécanique des fluides, donc notamment pour la circulation sanguine. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que les membres, la circulation sanguine, elle va pouvoir permettre d'apporter l'oxygène aux muscles, c'est-à-dire de pouvoir les faire fonctionner. Et même les muscles, ils ont été agencés de sorte à ne pas déranger le système sanguin. On va aussi retrouver la mécanique des solides. Donc là, pareil, ça va être un petit peu plus au niveau des os. Comment est-ce qu'ils sont faits? Comment est-ce qu'ils vont réagir à certaines contraintes? Donc ça, les contraintes, c'est plus un vocabulaire de mécanique solide. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est comment est-ce que les forces vont agir sur les os. Donc voir, par exemple, quand vous marchez, il va y avoir, sur votre pied, vous allez avoir certaines forces qui vont s'appliquer. Donc tous vos os vont subir des contraintes, mais aussi vos muscles. Parce que vos muscles, ils vont bouger pour pouvoir faire ce mouvement. Et justement, avec la biomécanique, ça nous permet d'étudier tout ça et enfin de voir si on peut remplacer ces muscles, remplacer tout ce système par des prothèses pour faciliter la vie des gens qui sont handicapés, qui sont donc amputés. Enfin, donc là, je vais vous parler du transhumanisme. Donc, vous allez voir un petit peu le lien plus tard. Pourquoi est-ce que j'en parle? Donc déjà, le transhumanisme, il faut savoir que c'est un mouvement
qui souhaitent améliorer les conditions et les performances humaines. Donc en gros en utilisant des sciences, donc par exemple par les augmentations physiques, ou même des fois en augmentant le mental, donc par exemple la créativité, etc. Donc c'est-à-dire, on pourrait penser à l'accélération des signaux dans le cerveau, ce genre de choses. Donc c'est vraiment c'est un mouvement qui est quand même intellectuel et culturel. Il y a quand même pas mal de scientifiques qui sont dedans, mais aussi c'est un mouvement qui implique pas mal de polémiques. Le pourquoi, c'est parce que, on va en parler après, mais il va y avoir beaucoup de questions sur les différentes augmentations, sur ce que ça peut engendrer, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau même physique, et au niveau aussi de la manipulation. On va en parler un petit peu plus tard. Donc tout d'abord, on va voir un petit peu les utilisations. Donc la biomécanique, c'est le principe, c'est donc la compréhension poussée de la mécanique du corps. Et l'utilisation primaire, déjà quand on la voit, ça va être vraiment l'utilisation médicale. Pour le moment, c'est vraiment ça. Donc en fait, avec la biomécanique, on va pouvoir créer des prothèses qui vont être plus performantes, plus réalistes et aussi plus précises. Donc pour ce faire, on va souvent utiliser des simulations, donc des simulations numériques, mais aussi par exemple des maquettes et aussi faire des études mécaniques, donc notamment sur les mouvements du corps humain. Donc on va chercher entre guillemets un sujet, donc une personne qui n'a pas de problème, qui a une jambe en parfait état, et on va voir les mouvements et quelles vont être les différentes réponses mécaniques par rapport à certains mouvements qu'on va lui demander de faire. Et ensuite, on va pouvoir mieux comprendre l'utilité de chaque partie du membre pour pouvoir créer une prothèse qui soit vraiment précise et qui puisse vraiment faire tous les mouvements que, pour l'amputé en tout cas, faire tous les mouvements qu'il pouvait avoir avant. Donc, ces genres de prothèses, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient aussi intelligentes, parce que avant, les prothèses c'était en mode, vous avez perdu une jambe, vous avez une jambe de bois. On voit très, très souvent l'idée du pirate avec sa jambe de bois, etc. Mais maintenant, actuellement, on aimerait bien faire des choses qui sont un petit peu plus performantes, plus intelligentes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des prothèses, donc ça va être les prothèses qui sont électroniques, c'est pour celles-ci. Donc, elles vont avoir des capteurs, elles vont avoir des microprocesseurs, et en fait, elles vont faire en sorte de garder tout le temps des mesures sur l'environnement, de voir, par exemple, quel emplacement dans l'espace elle a, l'accélération, etc., aussi sa position, pour savoir comment est-ce qu'elle va réagir. Donc c'est là qu'on commence à trouver un domaine qui va être pluridisciplinaire, parce qu'il va y avoir besoin d'informaticiens aussi. Il va y avoir besoin de mécaniciens, d'informaticiens, même aussi de médecins et autres, en gros de professionnels pour le corps, parce qu'il faut savoir comment est-ce que le corps se mouvoie. Et il faut pouvoir le reproduire avec cette prothèse. Donc ainsi, les études vont être entre guillemets données aux informaticiens pour qu'ils puissent créer des algorithmes qui en fait vont permettre à la prothèse de recréer les mouvements réels du membre. Et par exemple, on va imaginer quelque chose, si on est en train de monter une pente par exemple, notre pied il va pas avoir la même géométrie que si on est juste en train de marcher sur une plaine droite. Nous, notre pied il va être un petit peu penché vers le haut pour pouvoir monter sur cette pente. Et en gros, la prothèse elle devra détecter ce genre de choses et devra réagir par rapport à ça. Pareil, quand on tombe, notre réflexe, ça va être d'essayer de se rattraper avec l'autre jambe par exemple. Donc dans ce cas-là, la prothèse, elle va pouvoir le détecter, le fait qu'on tombe, pour essayer de faire en sorte de freiner, pour éviter qu'on tombe, ou sinon, si on tombe, de pas se péter la gueule par terre et de se défoncer la face sur le gravier, quoi. Et enfin, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'améliorer la qualité de vie pour les handicapés, donc notamment avec des prothèses qui vont être plus polyvalentes avec ce genre de choses. Donc par exemple, avant, les prothèses étaient en mode, en fonction de l'utilisation qu'on veut faire, on va avoir différentes prothèses. Donc pour la course, par exemple, c'était pas le même genre de prothèse, donc on peut en voir avec certains athlètes qui faisaient de la course, et ils n'avaient pas le même type de prothèse que des gens qui marchaient simplement dans la rue. Et en fait, avec la biomécanique, le but, ça va être de faire des prothèses qui vont être plus polyvalentes. Donc, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, faire de la course si on a besoin, pouvoir monter des escaliers, de pouvoir marcher de marcher normalement, mais aussi descendre, énormément de choses, et un petit peu pour que ce soit, que ce soit plus simple pour les amputés de vivre, tout simplement. Sincèrement, c'est le genre de choses, ça a été quand j'ai regardé, la plupart des motivations, c'était vraiment ça. À la base, c'était des gens qui n'étaient pas contents entre guillemets des prothèses qui étaient sur le marché et qui avaient besoin de prothèses plus polyvalentes, plus performantes.
Et ainsi, ils ont commencé à avoir des pensées, enfin, à plus penser sur l'utilité. Parce que mine de rien, quand, par exemple, quand il nous manque une main, on n'arrive pas vraiment à se le concevoir. Ça va être vraiment en partant vers ces gens-là, ceux qui sont amputés, et qui vont pouvoir dire, bah voilà, moi ce que j'aimerais bien faire, ce serait ça, et bah voilà, histoire de, en gros, pouvoir voir comment est-ce que la prothèse doit fonctionner. Mais c'est encore un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces prothèses sont encore très très chères. C'est vraiment le gros problème. Donc au niveau des composants, au niveau des microprocesseurs, au niveau des capteurs et autres, c'est plus la prothèse va être performante et plus elle va coûter cher, ce qui est quand même normal. Mais le but est quand même de pouvoir toucher de plus en plus de gens dans le besoin. Et donc pour ça, il faut penser aussi au niveau des composants, donc savoir quels vont être les meilleurs, en gros le meilleur rapport qualité-prix. Donc que ce soit au niveau de l'électronique, mais aussi au niveau mécanique, pour que ça puisse supporter les contraintes, et au niveau électronique, que ça puisse donner les ordres aux différents composants de la prothèse. D'accord. Sur en image, en fait c'est juste une genre de prothèse qu'on met sur le mognon, si on veut, et il va y avoir des électrodes qui sont à l'intérieur de l'objet qui vont détecter les stimuli musculaires. Et en fait, avec ces stimuli, on va en déduire les mouvements. Donc en gros, voilà, c'est les prothèses qu'on peut voir le plus souvent dans la littérature, même dans les reportages et autres. C'est entre guillemets la méthode la plus simple et la moins invasive, parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'opération chirurgicale pour se connecter directement au nerf. On a juste à reconnaître un petit peu les stimuli, et la prothèse, elle va en fait traduire ces stimuli en mouvement. Donc c'est quelque chose qui a été quand même vachement bien pensé, et c'est encore celles qui sont les plus abordables. Ensuite, on va avoir donc les prothèses électroniques, donc comme j'ai parlé, et en fait celles-là, ça va plus être des prothèses intelligentes. Donc comme je le parlais, c'est par exemple la façon dont on va marcher. Donc ces prothèses, elles vont s'adapter à l'environnement, à s'adapter au mouvement fait. Mais il va pas y avoir de connexion avec le cerveau. Donc c'est-à-dire que ça va pas être directement la personne qui va le contrôler avec des stimuli, ni avec le cerveau. Non, c'est vraiment en fonction de l'environnement. Donc elles sont intéressantes, mais on va pas pouvoir faire tous les mouvements avec ça. En fait, là, c'est plus un aspect utilitaire, dans le sens, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin vraiment de donner d'ordre à la prothèse, et voilà, c'est plus une solution qui peut être bonne, mais voilà, sans vraiment de contrôle dessus. Et enfin, il y a un dernier type de prothèse, et c'est avec celui-ci qu'on va pouvoir avoir le plus de débouchés, et c'est celle-là, enfin c'est ce type de prothèse-là qui est le plus étudié aujourd'hui, c'est donc le type de prothèse neuroélectrique. Alors tout d'abord, il faut savoir que actuellement, il y a beaucoup de recherches, enfin même il y a depuis plusieurs années, beaucoup de recherches pour faire une interface entre les neurones, donc entre le cerveau, et des puces électroniques. Et enfin, de pouvoir traduire les signaux qui sont envoyés par les neurones pour pouvoir faire une commande. Donc en gros, c'est pouvoir détecter des potentiels d'action, si on veut. Et ces prothèses-là, elles sont vraiment directement connectées au système nerveux. Donc c'est-à-dire que les électrodes, elles vont pas être juste, regarder les stimuli musculaires à travers la peau en mode non invasif comme la dernière, enfin pas comme la myoélectrique. Non, cette fois, ça va être carrément avec une opération chirurgicale que on va pouvoir brancher les électrodes. Et en fait, ces électrodes-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont intercepter les signaux qui sont donnés par le cerveau jusqu'au nerf. Et avec ces signaux-là, on pourra les décrypter et en faire un mouvement. Donc ainsi, on va avoir le bras bionique, par exemple. On a entendu parler pas mal de temps. C'était c'était vraiment ce type de prothèse, une prothèse qui était neuroélectrique. Donc par exemple là, dans l'exemple que j'ai, c'est une femme soldat américaine, donc de 26 ans, qui a ce genre de bras bionique. En gros là, c'était parmi les premiers, donc c'était assez rudimentaire, on va dire, enfin rudimentaire. C'est quand même un petit bijou de technologie, ça on peut le dire. Mais voilà, en fait, les électrodes, elles sont directement installées sur le muscle, qui va en fait faire en sorte de donner les ordres au bras. Et avec les microprocesseurs dans le bras, ils vont pouvoir donner des ordres aux moteurs. Et les moteurs vont pouvoir faire bouger ce bras et donner des ordres. Donc là, en fait, ce bras-là est encore assez rudimentaire comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à faire des bras qui sont de plus en plus précis,
mais bien sûr, c'est encore quelque chose qui est très compliqué, et surtout, il faut accepter quand même de se faire opérer pour ce genre de choses, parce que mine de rien, c'est pas un système qui est très simple. Les autres prothèses, elles coûtent moins cher, mais aussi c'est parce que on n'a pas besoin de faire une opération chirurgicale. Parce que là, il faut vraiment se dire que les électrodes, elles doivent être installées vraiment sur les bons nerfs pour pouvoir avoir le meilleur message possible et que ça fonctionne correctement. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir un bras qui commence à nous faire un hélicoptère alors que tout ce qu'on veut, c'est attraper un objet. C'est un petit peu normal. Et enfin, avec ce genre de choses aussi, on va arriver au niveau du transhumanisme. Parce que si on commence à avoir des prothèses qui sont de plus en plus performantes, donc notamment qui vont nous permettre d'avoir des... Comment dire, d'avoir des performances qui vont être au-delà des capacités humaines, là on arrive donc dans ce concept de transhumanisme. Donc par exemple, on va avoir des bras qui vont pouvoir nous permettre de supporter des charges beaucoup plus grandes, d'avoir une force améliorée, ou même des fois des prothèses au niveau des jambes qui vont nous permettre de pouvoir mieux gérer notre énergie, courir plus vite. Il y a énormément de prothèses qui peuvent se faire, mais aussi d'implants. Et donc c'est à ce moment-là que le transhumanisme il arrive. Parce que le transhumanisme, comme je l'avais dit juste précédemment, c'est vraiment le but d'améliorer les conditions et les performances humaines. Donc cette idée des prothèses, c'est clairement, en gros, c'est leur fer de lance. Donc c'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va pouvoir créer des humains augmentés. Et même déjà actuellement, c'est quelque chose dont on parle énormément, enfin même depuis plusieurs années, depuis même très longtemps. En gros, c'est un mouvement qui est arrivé dans le XXe siècle, et c'est notamment arrivé avec des œuvres de science-fiction. Et en gros, voilà, ça parlait donc des gens qui étaient augmentés, et de ce que ça pourrait engendrer comme différence, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau des performances, et donc tout ce que ça pourrait engendrer. Donc pour citer en gros quelques œuvres, on peut avoir Deus Ex, le jeu vidéo, Cyberpunk 2077, encore plus récent, un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait sortir normalement dans quelques années. Mais voilà, dans ces jeux et aussi dans certains films, on peut trouver, je sais pas, par exemple, il y aura Total Recall, même par exemple Ready Player One, avec l'idée en fait d'avoir une combinaison qui nous permette de passer directement sur Internet. Ce genre de choses aussi, c'est une forme d'augmentation. Donc on va avoir énormément de possibilités avec ça. Et le transhumanisme, en fait, c'est un mouvement qui se dit exister depuis des siècles. Et le pourquoi, c'est parce que l'humain, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout le temps s'augmenter. Donc l'idée, par exemple, de la médecine, de pouvoir augmenter sa durée de vie, ça, c'est une augmentation pour l'humain. De faire des outils qui sont de plus en plus performants. Donc par exemple, on regarde avec des tracteurs qui peuvent nous soulever des chars de plusieurs tonnes, ça aussi, c'est une forme d'augmentation. Mais maintenant, ce dont on pense le plus, c'est la modification du corps humain. Et notamment, par exemple, on pourrait penser aux applications qui pourraient être militaires. Donc on pourrait avoir des sortes de super soldats. Donc des hommes qui pourraient avoir qui pourraient regarder, qui pourraient voir au travers des murs, qui pourraient avoir une vision infrarouge, ce genre de choses, ou même avoir une force largement supérieure aux soldats normaux. Et ça pourrait engendrer aussi encore beaucoup d'autres problèmes, des problèmes au niveau de l'éthique. Parce qu'avec ce genre de choses, faut savoir que ça va surtout être les riches qui vont y avoir accès les premiers. Donc, ce qui pourrait, en gros, c'est vraiment le genre de choses qui pourrait augmenter les trous sociaux, en fait, l'écart social entre les riches et les pauvres. Donc, c'est-à-dire que les riches, ils vont être vu qu'ils vont être augmentés, ils ont encore plus de chances de sortir du lot, comparé aux pauvres qui, eux, ne pourront pas faire grand-chose face à eux. Donc, il faut imaginer, par exemple, des implants dans le cerveau qui nous permettent de calculer beaucoup plus vite, des implants dans le cerveau qui vont aussi nous permettre d'avoir une créativité plus grande pour certains artistes. Donc il peut y avoir énormément de choses avec le transhumanisme. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est aussi assez polémique. C'est parce que beaucoup de gens se disent qu'avec ce genre d'idées, on pourrait aussi perdre totalement notre humanité. Parce que la plupart du temps, c'est aussi une histoire de religion qui arrive de temps en temps. Quand j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, j'ai aussi vu qu'il y avait des religieux qui en parlaient, qui disaient oui, je ne veux pas avoir un corps qui soit modifié. Ou même nous, par exemple, moi, par exemple, j'aurais pas trop envie de me couper un bras pour le changer pour un truc cybernétique. Clairement, c'est loin d'être un truc qui me botte. Parce qu'il faut aussi savoir, il y a aussi une part qu'on pourrait perdre, notamment au niveau de sensations, même si c'est quelque chose qu'ils veulent rajouter. Donc même si on pourrait vraiment ressentir, par exemple quand on touche quelque chose, ressentir la chaleur et autres, on pourrait avoir des problèmes mentalement pour se dire ouais c'est mon bras. Donc après voilà, c'est quelque chose qui pourrait
apporter beaucoup de questions là-dedans. Mais il faut aussi savoir que au niveau de, enfin, pas mal d'applications, c'est vrai que ça pourrait être utile, mais surtout au niveau médical. Moi, après, de mon côté, je pense que c'est surtout voilà, le médical qui va être là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que ça devienne quelque chose qui devienne de plus en plus comment dire, populaire. Donc dans le sens que de plus en plus de gens vont vouloir en avoir, et bah, ça pourrait peut-être amener quelques tensions. Bah, par exemple, dans Deus Ex, il y avait aussi une forme de racisme qui arrivait. Un racisme entre bah, les humains améliorés et ceux qui étaient non améliorés. En fait, les humains améliorés étaient très très mal vus. Donc c'était par exemple voilà, des gens qui avaient juste quelques implants, qui avaient une prothèse cybernétique, mais ils étaient extrêmement mal vus par les gens qui étaient non améliorés. Dans le sens où bah, ils disaient voilà, ils ont eu un cadeau, ils sont avantagés comparé à nous, et après ça peut se transformer un petit peu en chasse à la sorcière. Bah, c'est un petit peu l'idée que voilà, il y en a un qui a quelque chose que personne n'a et que tout le monde aimerait avoir. Bah, il y a un moment, les regards vont tous se retourner vers lui, et des fois pas toujours des bons. Donc à mes yeux, c'est vraiment quelque chose qui est encore aujourd'hui ouvert au débat et qui soulève beaucoup de questions. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez de votre côté, mais en tout cas, j'aimerais bien en parler. Alors, Ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est là. ok, voilà, donc du coup, je vais enquiller direct sur le transhumanisme, là, parce que pour moi, la biomécanique, c'est un truc de fou. C'est très très bien. J'ai une pote qui veut faire un G là-dedans. Et voilà, c'est hyper honorable. Tu vas soigner des gens sur des points qui sont normalement totalement perdus. Donc là, la recherche là-dedans, c'est super. Par contre, le transhumanisme, pour moi, à cette heure, ça relève vraiment de la science-fiction. Ouais, Genre, voilà. augmenter les capacités, notamment intellectuelles, pour moi, ça relève de la science-fiction. Et c'est une maxi-connerie, quoi. Ça ressemble au délire de vivre sur Mars d'ici 2100. Voilà, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Enfin, pour les gens qui sont au courant de comment ça se passe, voilà, c'est quelque chose qui pourra jamais arriver. Et moi, je veux vraiment qu'un jour on puisse implanter des puces dans le cerveau et bah, du coup, voilà, en soi, implanter des puces, après, c'est pas genre une augmentation. Enfin, actuellement, il y aurait de ce genre de. Bah, par exemple, là, pour les dernières prothèses dont j'ai parlé, elles sont, pour certaines, carrément reliées au cerveau. En fait, c'est ça le truc. Donc, actuellement, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui a aussi apporté pas mal de polémiques, parce qu'on se disait, ouais, donc là, en gros, ça veut dire qu'on va utiliser directement les cellules du cerveau, parce que bah, on commence un petit peu à savoir comment ils fonctionnent. Pas totalement, sincèrement, c'est l'organe le plus mystérieux, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais il y a encore des peurs qui arrivent là-dessus, bah, notamment parce que les gens ne connaissent pas vraiment le domaine. Comme quoi, ils ont peur de la manipulation, de ce genre de choses. Mais en vérité, je t'avoue que c'est pas non plus ce qui m'inquiéterait le plus, on va dire, là-dedans. Non, mais de toute façon, des gens réticents aux nouvelles technologies, aux sciences et tout, il y en aura toujours. Ah oui, ça, clairement. C'est certain. Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est tout ce qui est armé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, au niveau de l'armée, ça y aura, mais à mes yeux, enfin, peut-être pendant un temps, il y aura voilà, des soldats qui pourraient être améliorés avec des prothèses ou autres, mais sincèrement, déjà, il faut trouver des gens qui soient assez tarés pour se faire couper des membres exprès. Ou à l'armée, non? Voilà. Alors, les exosquelettes, ça existe après, déjà. voilà, il y a les exosquelettes exprès pour ça. Donc ça, en gros, c'est déjà un truc qui permet, bah, enfin, t'as des exosquelettes, mais t'as aussi des androïdes. Et à mes yeux, ça va surtout être ça qui va primer, je pense. Parce que l'idée d'avoir des androïdes sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir éviter la présence humaine. Donc après, ça peut être des androïdes qui vont être pilotés par des humains. Et bah, c'est ce qui est déjà un petit peu en projet, bah, notamment dans l'armée américaine, c'est d'avoir donc des robots qui seront contrôlés par des humains un petit peu plus loin, et pour éviter bah, qu'ils soient directement au feu, et ainsi de faire diminuer les pertes humaines de leur côté, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Après, dans le futur, même si je pense qu'il y aura toujours quand même besoin d'avoir une présence humaine, l'exosquelette, voilà, comme l'a dit Slav, ça existe déjà. Et après, au niveau militaire, de toute façon, ça a toujours été ça. C'est eux qui ont toujours mis l'argent dans les projets qui sont les plus intéressants. Et de toute façon, ce sera quelque chose qui clairement sera un moyen stratégique dans beaucoup de guerres pour l'avenir, je pense. Parce que si tu te dis un mec qui sera augmenté, il faut qu'il ait des connaissances aussi, parce que dans ce qu'il utilise, il est obligé quand même de connaître. Enfin, il est quand même obligé de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, cette prothèse. Voilà, c'est pas non plus un truc donné comme ça, quoi. Voilà. Et donc ces gens-là, normalement, ils devraient, de base, j'espère qu'ils pourraient avoir un sens critique,
mais même au niveau de la tactique, donc c'est-à-dire que ces gens ils seraient capables aussi de faire de la maintenance sur d'autres équipements, ou même des fois de pouvoir faire d'autres types de missions. Enfin, il y aurait énormément de choses qui pourraient arriver avec ça. Mais le militaire, même si au niveau au niveau éthique, le mieux ce serait que les guerres ça s'arrête jamais, mais ça m'étonnerait énormément, hein, clairement. Et oui, ce sera quelque chose qui va arriver, je pense. Enfin, en tout cas, si c'est pas des augmentations comme ça, pas des prothèses, donc ce sera soit des exosquelettes qui seront beaucoup plus performants, soit des androïdes qui vont arriver sur le terrain, à mes yeux. Moi, Ah, après. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. non, non, vas-y si tu veux. Non, Bah, non, vas-y. vas-y, Slav, t'inquiète. Mais en fait, ouais, dans l'état actuel des choses, je pense pas que ça puisse aller très très loin Non. en termes de puissance, les soldats améliorés comme ça. Non, Parce pour le que... moment, c'est juste pour porter des charges, en fait. Non, non, mais je veux dire, dans le futur, même avec Ah. plus de découvertes, plus de sciences et tout, je sais Au pas si niveau c'est des vraiment exosquelettes, très démocratisé et d'utiliser par toutes les armées parce que d'ores et déjà, aujourd'hui, toute la planète, enfin la plupart des pays développés, donc ceux qui sont à même de pouvoir utiliser de la technologie justement de super soldats, etc., c'est des pays qui ont la possibilité de, de, de cramer la planète entière en fait. ah oui, clairement. Donc si Ouais, c'est vrai que une comme histoire ça. de puissance de feu, ce serait un peu bête de claquer des milliards et des Sincèrement, milliards. ouais, C'est pas voilà, une je course verrais à pas une l'espace. armée faite de ça, plus Voilà, au c'est pas niveau une des course à forces l'espace. spéciales. Je pense Ce serait plutôt que ça. ouais, peut-être des petites troupes d'élite pour Voilà. améliorer les travaux des commandos et tout, mais je veux dire, à mon avis, on verra jamais des armées entières de super soldats parce que Ça voilà, m'étonnerait il beaucoup. y a la bombe H et voilà, ça servirait Ouais, vous pensez que strictement ça à rien. serait plus un truc de dissuasion, quoi. Bah, Et ben non, parce que justement, non, justement, en la fait, bombe H, c'est un là, truc de ce serait dissuasion. plus pour des missions qui seraient spécifiques, en fait. D'accord. Par exemple, les forces spéciales, je sais pas, il y aurait certaines missions qui pourraient se faire uniquement avec ça. Donc, je sais pas, tu pourras avoir beaucoup de choses. Ou même au niveau médical, le fait de pouvoir aller chercher des blessés, ça, c'est déjà quelque chose qui est en projet et qui est déjà en train de se faire, enfin, qui est déjà en prototype. C'est, notamment avec Boston Dynamics, avec leurs robots, c'est pas directement des, voilà, c'est pas des prothèses ou autres, mais c'est l'idée de pouvoir faire aller des robots qui, sur différents terrains, qui puissent faire des missions qui seraient dangereuses pour des humains, quoi. Donc, mais après, oui, à mes yeux, une armée de ce super soldats, déjà, ce serait foutre en l'air des milliards et des milliards euh, au niveau de l'argent, et puis même au niveau des ressources, ça serait aberrant, quoi. Donc oui, moi, enfin, à mes yeux, ce serait plus en mode une petite force spéciale au niveau de l'armée, et c'est tout, quoi. Et ouais, au niveau de la dissuasion, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin, hein, vu les armes qu'on a. Mais déjà, pour avoir l'idée de les utiliser, il faut vraiment que la violence se soit, enfin, qu'il y ait une grande escalade de la violence. Parce que même actuellement, pour pouvoir penser à utiliser une bombe H, faut y Oui, aller, voilà, quoi. bah, c'est ce que je pensais, ouais. Parce que même durant la Seconde Guerre, enfin, pardon, la Seconde Guerre mondiale, oui, pardon, pendant la guerre froide, les mecs qui étaient qui surveillaient constamment les airs pour voir s'il y avait une attaque nucléaire, les trois quarts du temps, ils se disaient espérons qu'il n'y en ait pas, parce que si jamais ça pète, c'est Ils peuvent rien fini pour faire. tout le monde. C'est pour ça. Enfin, c'est vraiment, tu fous en l'air la planète avec ça. Bah, Ouais, c'était aussi le coup du. Il a failli y avoir un moment où ça a pété. C'était en Russie, ils avaient eu un bug sur un de leurs appareils, et ça a été l'opérateur qui a préféré dire ouais, non, je dis pas ce qui se passe. Parce qu'ils pensaient, voilà, ils se disaient, ouais, ça doit être un bug, parce que ça m'étonnerait qu'ils attaquent comme ça serait complètement idiot. Mhm. Et voilà, en fait, c'est vraiment ce genre de truc. Utiliser une bombe H, bah, ça a été vraiment utilisé juste pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était histoire de voir ce que ça faisait, parce qu'on savait pas. C'était juste. On connaissait absolument pas les effets de ce truc-là. On se disait, ouais, c'est vraiment une arme en mode on vous finit, c'est tout. Mais actuellement, on sait très bien que vu que tout le monde a. Enfin, tout le monde, non. Beaucoup Oui. de pays développés ont l'arme nucléaire. Si quelqu'un l'utilise, ça va partir en live. Et même maintenant, il y a quand même des lois là-dessus. Bon, après, en temps de guerre, les lois, ça passe un petit peu à la trappe. Mais ça, c'est le genre de choses, faut vraiment pas plaisanter avec, quoi. Ouais, non, non. Puis de toute façon, ouais, comme tu dis, je pense pas qu'on verra de nos jours une bombe H exploser. Non, Bah, mais si j'espère. Au on niveau une bombe à stratégique, c'est exploser, complètement il en idiot. suivra 10 autres et ce sera les dernières qu'on verra de toute façon. C'est ça. Ouais. Parce que là, si une bombe H doit péter, il n'y a aucune raison qu'elle pète sur un pays qui est assez peu développé pour ne pas en avoir. Ça pètera forcément sur un pays qui casse les couilles et qui est assez conséquent. Donc il y aura de toute façon de la représailles. Si c'est la Corée du Nord, c'est Troisième Guerre mondiale et là il y a tout qui pète, hein.
Donc à mon avis, là, des bombes comme ça, il n'y en aura plus jamais qui seront utilisées. Ouais, Ah Parce oui, que c'est parce trop que violent. c'est sûr et certain que ce sera une des dernières guerres, quoi, avant des centaines d'années. Bah, c'est ça. C'est comment que ça s'appelle le jeu là? J'ai plus le nom du jeu en Bioshock. tête. Hein? De quoi? Ah ouais, je vois de quoi tu parles. De Lequel? Bethesda, je crois. Ouais, c'est Bethesda, c'est... Fallout. Putain. Attends, je vais... Fallout. Fallout, oui, c'est ça, oui, c'est Voilà. ça. Ça va se transformer en ça, quoi. Les gens vont faire des bunkers. Si jamais ça arrive, il va falloir avoir des bunkers préparés Enfin, de déjà, ouf. voilà, faut tomber Et sur puis les. la Terre, ouais, c'est ça. Et puis la Terre sera ravagée, quoi. Tu pourras plus rien Ah oui. faire. Quand Bah, tu vois encore, ben, alors, je vais parler de, comment dire, je vais me griller un petit peu. Comment ça s'appelle comment on pourrait dire ça, un sujet. Mais j'ai regardé, comment ça s'appelle, une Tchernobyl. série documentaire de quoi? Pour Tchernobyl. Euh, Ah oui, l'autre série, ouais. non, mais une série documentaire là que j'en avais parlé Ouais, la ouais. dernière fois. Comment ça s'appelait T'as la comment Ah, ça tu vas s'appelait trouver. le, Tu vas retrouver. le dark tourisme et tu sais tout ce qui est tourisme morbide et ce genre de choses. Et à deux reprises dedans, il fait comment dire, il fait du tourisme dans des zones irradiées. Et c'est vrai que ben, le truc il a explosé il y a déjà 50 ans et les terres, ils estimaient qu'il faudrait encore 300 à 400 ans sur certaines terres avant que ça devienne vivable et Ah bah oui, enfin, genre, de toute façon, c'est les explosions nucléaires, c'est le genre de choses. Si jamais t'en balances une, tu sais que l'endroit sur lequel t'as pété, tu pourras pas le récupérer pendant des années. Donc c'est pour ça qu'actuellement, à mes yeux, c'est la pire stratégie à utiliser, quoi. Enfin, Parce ouais, que c'est ça. ça détruit les terres, ça détruit tout, tu peux plus rien faire après. bah, pendant un bon moment, tu peux plus rien faire. Ouais. Donc sincèrement, actuellement, vu avec les bombes qu'on a, c'est pas non plus comme Tchernobyl, parce que Tchernobyl, c'était vraiment le réacteur qui était entré en fusion. Et en fait, le truc, c'est que lui, il était vraiment resté assez longtemps. Et là, c'était que les radiations qui étaient sorties. Une bombe H, c'est pas exactement la même chose, c'est pas la même quantité. Un réacteur nucléaire qui entre en fusion et qui fond, ça va avoir beaucoup plus de dommages sur le long terme qu'une bombe H. Ah ouais? En gros, c'est Ouais, ça. certain. Donc tu vas pas avoir l'explosion, mais tu vas avoir sur le long terme, la centrale nucléaire va faire beaucoup plus de dégâts. Enfin, en tout cas, ça va être vraiment au niveau des radiations, quoi. Après, la bombe H, c'est sûr que tu as toujours de la radioactivité qui existe, hein. Mais elle sera quand même largement inférieure à celle qui en sort après un accident nucléaire. Ouais, c'est Donc, certain. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la bombe H, elle va péter au sol, en l'air, et enfin au sol, je veux dire dans l'air ambiant. Et en fait, ce qui va se passer avec la centrale, c'est qu'elle va péter, certes, mais elle va surtout polluer les sols. C'est ça. En fait, ça va se propager dans le polluer sol. la pluie à long terme, parce que voilà, avec le cycle de l'eau, quand la terre mouillée va sécher par évaporation, l'eau qui aura été imbibée dans les sols, elle va s'évaporer, elle va monter dans les nuages, et c'est là que ça va grave partir en couille. C'est ça. En fait, avec la radioactivité, normalement, c'est absorbé par par exemple, par les différents composants, par les différents objets, les êtres vivants, enfin, même ce qui est non vivant, c'est la radioactivité, elle est absorbée par ce genre de choses, sauf certains, enfin, très rares matériaux, mais ça, c'est très rare que t'en trouves autour de toi, quoi. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que après un accident nucléaire, la quantité de radiation va être énorme, et surtout, bah, elle va se diffuser très rapidement dans le sol. Donc si déjà si le réacteur il commence à entrer en fusion et qu'il fond, c'est très mauvais signe, voilà, normal. Et là très rapidement les radiations elles vont passer dans l'air et elles vont commencer à contaminer tout ce qui est autour, elles vont continuer encore à s'étendre. Alors qu'avec une bombe H, en soi déjà les radiations qui vont en sortir, elles seront quand même largement moins importantes. Donc le rayon d'action il est quand même grand, hein, ça il n'y a pas à dire. Mais en fait les quantités de radiation vont être quand même un petit peu moins grandes, on va dire. C'est ça l'idée. Mais c'est pas pour rien, enfin c'est pas pour autant que ça va pas faire de dégâts, quoi. En gros, c'est ça le truc. Mais ouais, une bombe nucléaire, dans tous les cas, même si ça empêchera toujours quand même un attaquant de prendre le terrain immédiatement. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas utile parce que dans la guerre, normalement, le but c'est lorsque la diplomatie n'a pas fonctionné, donc c'est, je sais pas, par exemple pour une ressource ou pour quelque chose dans ce style, dans le cas là, ça aide de pouvoir récupérer quelque chose. Parce qu'une guerre, pour la haine ou autre,
même si voilà, à la base tu vas avoir de la haine, tu auras quand même quelque chose derrière. Donc c'est-à-dire tu vas vouloir récupérer par exemple un terrain, récupérer des ressources, récupérer des richesses. Parce que la guerre a toujours, pour que ça puisse se déclencher, il y a toujours vraiment une raison derrière. Parce que la haine envers un peuple ou autre, c'est pas ce qui fait tout en soi. C'est pareil, tu regardes, enfin là je vais arriver sur un terrain qui est quand même assez escarpé, on va dire, le conflit israélo-palestinien, il y a de la haine entre les deux peuples, mais le principe premier, c'est une terre. Après, voilà, l'Israël, elle a maintenant l'armement nucléaire, la Palestine, non. Et de toute façon, ça m'étonnerait dans tous les cas, au niveau stratégique, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient l'armement nucléaire dans ce cas-là. Parce que le but, c'est pour l'Israël de garder son terrain. Donc, s'ils faisaient péter une bombe nucléaire juste à côté de chez eux, ça m'étonnerait qu'ils soient dans le gros kiff total. Et les Palestiniens, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de raser absolument toute la côte méditerranée, quoi. Parce que ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur terre. Donc en fait, c'est de la dissuasion. Voilà, c'est vraiment juste de la dissuasion, mais en sachant que c'est le genre de choses qui ne devraient pas sortir des silos. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas croire que bam, il y a une guerre, bam, il y a un côté qui a la bombe H, bam, ça va péter, non? Non, à mes yeux, actuellement, d'ailleurs, justement, la guerre, elle va plus se faire au niveau économique et au niveau virtuel, en fait. Ah ouais, tu Parce que, en fait, le truc, c'est, de toute façon, maintenant, c'est la cyberguerre, hein, clairement. Parce que une fois que tu pirates un gouvernement, si tu arrives à avoir accès à son économie, tu le tiens, le gouvernement. Tu tiens le pays entièrement. Après, il y avait excuse-moi de couper, il y avait le cyberterrorisme qui est en masse. Le cyberterrorisme, le but, c'est de pirater des infrastructures et de les faire sauter. Entre autres, voilà. Ça aussi, ça existe. Mais après, maintenant, c'est pour ça que la plupart, ils commencent de plus en plus à faire en sorte que les infrastructures à risque soient isolées du réseau. Parce que si jamais il y a un accès depuis l'extérieur, donc notamment par exemple un PC qui est connecté au système de sécurité, qui est en plus connecté à Internet, là c'est une brèche. Clairement, c'est une brèche pour une infrastructure critique. Donc voilà, dans les cas-là, on est obligé de faire la sécurité, notamment en utilisant un système fermé, et sinon, dans l'autre cas, d'avoir un relais pour l'Internet, mais avec des PC qui ne soient absolument pas connectés au système de sécurité de l'infrastructure. Ça me fait penser ça à une série je sais. Mr. Robot. J'étais sûr. J'avoue que je vais la regarder. Franchement, je te la conseille, c'est une énorme série. Peut-être que Warzy en fera une chronique, ça serait vraiment bien. Pourquoi pas. En fait, je vais laisser Warzy le faire parce que c'est tellement compliqué. Cette série, en vrai, elle est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Ouais. Pour faire un synopsis sans spoiler, parce que je risque de spoiler, il faut que je fasse gaffe. Grosso modo, un jeune adulte, il doit être jeune adulte, il doit avoir 25 ans, qui se retrouve qui fait du hacking avec son père. Et parce que son père l'a toujours, c'est lui qui, ils ont toujours été fans de Retour vers le futur. Enfin voilà, c'est lui qui l'a initié un peu à tout ça, son fils. Et donc il se retrouve à faire, lui maintenant à son âge 25, il doit avoir moins de 30 ans, mais ouais vers la trentaine en tout cas, il se retrouve à faire comment dire, du hacking. À la base, il travaille dans une boîte de cybersécurité, mais durant son temps libre, c'est un peu à la Dexter. C'est d'un côté, je résous des crimes, et d'un autre côté, je trucide des gens, quoi. C'est un peu ça. C'est d'un côté, je suis là pour contre la cybercriminalité, et d'autre côté, je hack des gens, etc. Il le fait on le voit dans la série, il le fait dans une optique, comment dire, pas saine, mais par exemple un pervers qui a martyrisé des enfants, etc. Et le mec il va s'amuser à des cybercriminels, quoi. Enfin des criminels en général. Ouais, il a des codes un peu à la Dexter, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Franchement, si ça vous passionne ce sujet-là, je vous conseille de la regarder parce que niveau informatique et tout, c'est la meilleure série pour moi. J'en ai vu pas mal, même s'il n'y en a pas énormément. Et franchement, elle m'a bien marqué. Et il y a des choses qui sont très très proches de la réalité quand même. Bon, ça, j'irai pas plus loin là-dessus, mais ouais, c'est quand même assez bluffant le réalisme qu'ils ont mis à la série. D'accord.
Bah, je pense que je vais le regarder, c'est bon. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour pas avoir des problèmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc si vous avez quelque chose à rajouter les gars, c'est le moment. Bon, moi, pas spécialement. Bon. Je pense que perso, j'ai fait le tour. Non, ouais, c'est vrai que moi aussi. Ok. Bon bah, on va vous laisser comme ça, ouais. On va vous laisser là pour ce soir. Je On va pense vous que, laisser comme ça. je pense que ouais, on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Je voulais vous remercier, vous en particulier, d'avoir été très très présent ce soir. Il y a eu plein de petits nouveaux, il y a eu des gens qui sont restés plus ou moins longtemps, mais ça c'est pas grave, ça. Le principal c'est que vous ayez passé un bon moment, même si vous avez zappé un sujet ou quoi. De toute façon, cette rediff sera dispo sur Twitch et sur YouTube. Et puis merci à vous les gars. Bah, Ça merci. En marche. tout cas, moi, je trouve que Merci c'était à une toi. bonne soirée. Ouais, c'était une Soirée de discussion, ça fait plaisir. Ouais, Après ça tout. fait Ouais. plaisir. Et puis on s'excuse pour les petites gaffes, les petites maladresses de ce soir. Bon, Enfin, ça arrive. C'est le début, de toute façon, faut il faut savoir que prendre ça. c'est, oui voilà, faut savoir que c'est la première, donc, Voilà. donc En voilà. vrai, on en a profité pour tester un petit peu les logiciels et autres. C'est ça. Surtout quand Puis c'est voilà, Zach quoi. Exal aux manettes. Ouais, voilà. Fallait tester un moment. Bon, bah voilà, là, on l'a fait en même temps en live. Il y a eu quelques problèmes. Moi, je trouve que ça s'est quand même plutôt bien passé dans Ouais, l'ensemble. ouais. Oui. Puis après, Ouais. voilà. Les erreurs, Ouais. ça te permet de s'améliorer après. Oui. Et puis bah, C'est ça le but. on va très certainement se retrouver la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Moi, je suis pas là la semaine prochaine, mais du coup, dans 15 jours, je pense. Enfin, Ouais, dans 2 semaines. on vous tiendra au courant de toute façon. Suivez le live, suivez YouTube, et puis on vous tiendra au courant. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao, bonne Ciao soirée à tout le tous. monde. Salut. Salut.